Chers amis, c'est avec grand regret que je vous envoie ce message audio. Je pensais pouvoir être des vôtres et avoir l'occasion de dialoguer avec chacun d'entre vous. Malheureusement, je suis retenu à Luanda, en Angola, où j'accompagne le président Ibrahim Boubacar Keïta, champion de l'Union africaine pour les arts, la culture et le patrimoine, à une conférence le, le dialogue des cultures, la culture de la paix, etc. Organisée conjointement par l'Union africaine, l'UNESCO et le gouvernement angolais. Je regrette de ne pas pouvoir être des vôtres, mais je vous souhaite d'excellentes délibérations et je resterai en contact avec les organisateurs. Et s'il y a des possibilités d'intervenir ultérieurement pour moi, je le ferai bien volontiers. Je vous souhaite d'excellentes délibérations. Au revoir. L'idée d'ancrer la planification du développement de l'Afrique dans une vision à long terme n'est pas nouvelle. Quelques initiatives avaient déjà été lancées dans ce sens dès les premières années des indépendances africaines en 1960. Les pionniers en la matière ont été dans l'espace francophone les équipes constituées autour de personnalités parmi lesquelles se détachent très nettement Louis-Joseph Lebré, France, l'Institut d'études du développement économique et social, IEDES, Philippe Hugon, France, l'Association internationale Futuri, Jean-Marie Cour, Jacques Giry, Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia, Samir Amin, Mohamed Diawara, Alberto Wodjere et Mahdi El Manjab. Les études auxquelles participent ou que conduisent ces précurseurs sont peu nombreuses, mais elles exerceront une certaine influence. En effet, jusqu'au début des années 90, hormis les études sectorielles, on ne recense qu'une dizaine d'études prospectives dignes de ce nom. Ce sont le plan d'action de Lagos, préparé par l'Organisation de l'Unité africaine dans la foulée du colloque de Monrovia tenu en 1979. Une autre étude, c'est la CEA et le développement de l'Afrique, 1983-2008. Une troisième étude digne d'être citée, c'est le Sahel face au futur, réalisée entre 1985 et 1987 par une équipe mixte composée de Sahéliens, Canadiens et Français, et une étude qui s'est concentrée sur une zone relativement homogène. On note également l'étude de la Banque mondiale intitulée L'Afrique subsaharienne de la crise à une croissance durable. Elle a été lancée par la Banque mondiale à la fin des années 80 pour ouvrir une perspective optimiste sur le devenir du continent. Et on citera également une image à long terme de l'Afrique au sud du Sahara, préparée en 1984 par la Commission des communautés européennes et la Caisse des dépôts et consignations en France. À ces études continentales ou sous-régionales s'ajoutaient 5 études nationales portant sur le Sénégal, 2 études, la Côte d'Ivoire, 2 études et l'île Maurice, 1 étude. Toutefois, les années 90 marquent un tournant remarquable à la suite duquel les institutions publiques nationales prennent le relais des institutions publiques internationales en matière de production d'études prospectives. Et ces dernières vont connaître une progression vertigineuse. Le développement des réflexions prospectives nationales menées en Afrique, qui
contraste avec la faible part consacrée à l'Afrique dans les perspectives globales, nous conduit à nous interroger sur le sens de cet intérêt nouveau pour la réflexion prospective en Afrique. En d'autres termes, pourquoi mène-t-on des réflexions prospectives nationales? Telle est l'interrogation de départ, telle est mon interrogation de départ, et pour y répondre, j'ai choisi d'écouter les acteurs, de parcourir des textes qui fournissent quelques repères, et cet effort de lecture sera complété par une analyse de la pratique des études prospectives, singulièrement celles qui ont été mises en œuvre depuis 1992 avec le soutien technique de l'Institut des futurs Africains. Alors, la première question donc qui se pose est celle de savoir pourquoi mène-t-on les réflexions prospectives. Lorsque démarre le programme Futurs Africains début des années 90, la nécessité de mener une étude prospective n'était pas des plus évidentes. Nombreux étaient encore les décideurs qui y voyaient un luxe réservé à des pays industrialisés, une marotte pour des chercheurs libérés des contraintes de la gestion quotidienne d'État aux prises avec des difficultés de tous ordres. Tout un argumentaire devait donc être développé pour contrecarrer les effets désastreux de tels préjugés. Cet argumentaire s'articulait autour de 3 points. Le premier, c'est que le continent avance. Une certaine libéralisation des marchés, un réajustement du taux de change avec la dévaluation du franc CFA en janvier 1994 après 46 ans de parité fixe avec le franc français. Sur le plan politique, l'unanimisme n'a plus cours, les formations d'opposition se multiplient ainsi que les organes de presse, les syndicats, les organisations de société civile. Et sur le front sociologique, la jeunesse contraint les formations classiques à tenir compte des valeurs qui lui importent et à lui réserver désormais une place de choix dans leur structure et stratégie. Le deuxième argument, c'était que le monde bouge. Dans les années 90, les institutions de Bretton Woods commencent à se rallier à l'idée d'un développement centré sur l'homme et prônent une croissance équitable et durable. Elle ne pouvait mieux affirmer la nécessité de dépasser l'approche étroite de la gestion du développement prônée dans le plan d'ajustement structurel de la première génération. Troisième argument, une nouvelle approche du développement s'impose qui repose sur 2 postulats. Le premier, c'est que les stratégies globales doivent être élaborées qui prennent en considération des éléments et des facteurs autres qu'économiques et dont les effets sont de plus long terme ou d'épaisseur historique autre. Deuxième élément, c'est qu'une stratégie est un acte de volonté et surtout un pari sur l'avenir. Explorer les 1000 sentiers que veut prendre l'avenir n'est donc pas inutile. À la lumière de ces arguments, des exercices de réflexion prospective pouvaient être utiles pour sensibiliser les acteurs à ces changements, engager un large dialogue sur le sens de ces changements et conduire les acteurs à être proactifs dans leur pratique. Dit autrement, il y a une triple ambition. D'une part, une meilleure compréhension de la dynamique des pays et du continent. D'autre part, une identification des enjeux majeurs du développement à moyen et long terme de l'Afrique. Troisièmement, une clarification des politiques et stratégies que pourraient adopter les différents acteurs publics et privés. La réflexion prospective dans cette optique relève tout à la fois du domaine de l'anticipation et du domaine de l'action, ainsi que l'ont amplement souligné les textes fondateurs de la prospective moderne. Est-ce à dire que la pratique des études prospectives en Afrique était dictée exclusivement par les considérations énumérées ci-dessus? À cette question, on peut sans doute apporter une réponse positive lorsqu'il s'agit de certains des acteurs de la réflexion prospective. On songe en particulier aux équipes techniques qui ont déployé des efforts remarquables pour appliquer sur le terrain
une méthodologie d'exploration des futurs faisant appel à des techniques et outils peu usités jusqu'alors dans les pays concernés. Déduire cependant des trésors d'ingéniosité démontrés par les équipes techniques, que le souci d'intelligibilité constituait l'unique ou même le principal ressort de la réflexion prospective, serait au mieux une grande marque de naïveté, au pire une mystification grossière. Ce serait dans tous les cas faire bon marché de la complexité des relations entre les acteurs sociaux impliqués dans la conduite des études au niveau national. Une complexité qui découle de la multiplicité des acteurs impliqués dans la réflexion prospective ou les négociations aboutissant à sa mise en œuvre. Il y a d'abord les gouvernements africains. Au début de la décennie 90, beaucoup sont en proie aux désillusions. La croissance dont ils attendaient la reprise grâce à des politiques macroéconomiques de stabilisation et d'ajustement n'est pas au rendez-vous dans plusieurs pays. Certains connaissent même des taux de croissance négatifs. Aux problèmes structurels hérités de l'économie de traite d'hier se sont ajoutés de nouveaux, singulièrement celui de la dette et celui plus silencieux à l'époque mais tout aussi tragique du sida. Pour des gouvernements africains placés devant un certain nombre d'interrogations au sortir d'une décennie 80 que beaucoup qualifiaient de perdue, l'avenir paraît bien sombre. Il n'est plus ce qu'il était car le monde a changé. Comment reprendre l'initiative historique, rattraper le temps perdu, recoudre le tissu social déchiré, s'inscrire dans le temps du monde? Quelle question plus pressante que celle-là pour nombre d'équipes dirigeantes africaines? Une réflexion organisée sur l'avenir et un dialogue sur un nouveau contrat social, pourquoi se définissait la réflexion prospective, ne pouvait manquer de susciter de l'intérêt. Il y a ensuite les agences d'aide qui constituent un acteur important. La Banque africaine de développement, la Banque mondiale, les Pays-Bas, la France, le Japon, le Royaume-Uni et le PNUD participent tous à des degrés divers au développement des réflexions prospectives en Afrique. Ces agences d'aide partagent avec les gouvernements africains la même inquiétude vis-à-vis de l'avenir. L'efficacité de l'aide commençait à être questionnée, surtout s'agissant de l'Afrique, où le nombre de pays les moins avancés, plutôt que de baisser, allait croissant. Beaucoup de responsables dans ces agences se demandaient s'ils n'en avaient pas trop mis l'accent sur le financement des projets, au détriment de la réflexion sur les politiques censées porter ces projets. Le dialogue sur les politiques va, à partir de cette interrogation, être institutionnalisé et une plus grande attention va être accordée aux questions d'équité, de solidarité inter- et intragénérationnelle, notamment à la suite de la conférence de Rio sur l'environnement. Le PNUD se fait l'avocat d'un développement humain durable, nouveau paradigme porté par les rapports du même nom. C'est dans ce cadre que le PNUD inscrira résolument son travail de plaidoyer pour des études prospectives à long terme en Afrique. Parallèlement à cette évolution, on note chez les agences d'aide une volonté de rechercher de nouveaux partenaires. Les acteurs non gouvernementaux feront dans ce cadre l'objet d'une sollicitude toute particulière. Le troisième groupe d'acteurs est constitué par les organisations de la société civile. En 1990, l'expression n'a pas encore cours en Afrique, à la différence de l'Amérique latine où elle a fait son apparition dès les années 80. Mais les ONG, composantes importantes de la société civile, sont en pleine expansion. Des collectifs sont déjà formés au niveau national et régional. Nombre d'universitaires et d'institutions à caractère universitaire rejoignent le mouvement des ONG et lui apportent des capacités analytiques et des ressources informationnelles qui lui faisaient défaut dans nombre de pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que les trois catégories d'acteurs mentionnées s'accordent toutes au début des années 90
reconnaître la réflexion prospective de nombreux mérites, dont celui de sortir les uns et les autres de leur isolement.